Bonsoir et merci pour cette invitation, je suis ravi d'être là. Le biomimétisme, effectivement. Alors le biomimétisme, ça vient déjà d'une racine grecque, bios, qui veut dire la vie, et mimésis, qui veut dire imiter. Et finalement, comment moi, qui suis plutôt donc d'un parcours environnementaliste, biologiste marin, ingénieur écologue, je me suis retrouvé à m'intéresser aux technologies, au management même. Eh bien, je vais peut-être vous raconter déjà un petit peu cette genèse. Pour commencer, effectivement, je suis quelqu'un qui est extrêmement chanceux, et je le reconnais. J'ai pu découvrir cette planète dans toute sa beauté. Parce que je veux d'abord commencer par ça, plutôt que de parler des problèmes qui m'ont fait réagir. J'ai la chance de découvrir ces milieux polaires, ces deux photos que j'ai prises il y a quelques années, une au Groenland avec le glacier que vous voyez là-bas, et une au Spitsberg, au nord du Spitsberg, avec cette belle ours blanc dans une magnifique journée. Et c'est un environnement tellement prenant que j'ai commencé à aimer déjà, bizarrement, en étant dans un désert chaud, puisqu'il y a beaucoup de similitudes entre les déserts froids et les déserts chauds, en ayant grandi en Afrique du Nord, au bord de la Méditerranée, entre désert, montagne et mer. Papa nord-africain, maman normande, couscous camembert, drôle de mélange. On peut peut-être mettre des insectes dedans aussi pour faire le lien avec le précédent intervenant. Mais je me suis très rapidement intéressé à aller explorer ces milieux extrêmes parce que j'étais très touché de voir comment la vie était capable de s'adapter dans des conditions aussi incroyables. Dans un désert chaud, dans un désert froid, on trouve la vie. Au fin fond des océans, on trouve la vie. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, d'essayer d'aller à la rencontre de ce vivant dans des conditions aussi diverses et aussi extrêmes parfois. Et puis un jour, ça fait donc plus de presque 20 ans maintenant que je fréquente les pôles, que ce soit le pôle sud ou le pôle nord, et je me suis retrouvé dans un paysage un peu similaire à celui-là, un endroit magnifique. On venait d'avoir un ours blanc superbe dans la matinée, et au détour d'une crique, je trouve, alors qu'on était loin de toute civilisation, des déchets plastiques, apportés par les océans, par les courants. Et un peu plus loin encore, un filet de pêche, avec le cadavre de 3 rennes qui s'étaient pris en fait dans ce filet en essayant de traverser un bras de mer. Et le crâne pris, avec leur bois pris dans le filet. Et j'ai vraiment eu un choc. Alors bien sûr, j'avais déjà vu des déchets plastiques dans les océans, mais là, le contraste entre la beauté du lieu, le côté complètement virginal, et cette situation où on voit les restes de nos activités aller souiller des lieux aussi incroyables, ça m'a quand même fait réagir en me disant, mais quelque part, moi, au sein de l'équipe Cousteau, au sein de mon travail, dans l'environnement, en essayant de créer des aires marines protégées, est-ce que je ne mets pas un peu un pansement sur une jambe de bois? Est-ce que quelque part, j'essaye pas de mettre une digue devant un flot qu'il est pratiquement impossible d'interrompre? Et surtout, est-ce que c'est une fatalité que la technosphère, les savoir-faire, soient autant en opposition avec les savoir-vivre de toute cette planète? Et je me suis dit que non, il fallait certainement que j'explore et qu'il y avait certainement des solutions. Je me refusais de rester simplement sur le constat. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, du biomimétisme au cœur, et je vais aller un petit peu plus loin pour l'explorer avec vous, c'est réconcilier la biosphère avec la technosphère. Ne plus se retrouver dans cette situation où il y a une guerre larvée, inconsciente, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans, mais le constat, il est là. Alors c'est très prétentieux de parler du vivant en quelques minutes. Ce graphe, simplement, ça vous illustre l'histoire de l'apparition de vie sur Terre. 3,8 milliards d'années, ça fait 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre. Une immense diversité, toutes sortes de changements, des espèces nouvelles qui apparaissent sur les millions d'années, d'autres qui s'effondrent. Alors parfois c'est à cause d'un météorite, on a tous entendu parler de l'histoire des dinosaures, mais pas seulement, il y a des vagues naturelles de disparition, d'apparition, et certaines espèces ont très peu changé depuis des millions d'années, quelque part elles ont prouvé leur durabilité. Un requin, c'est des millions d'années, quasiment sans changement. Ils ont traversé toutes sortes de changements et pourtant, ils ont gardé la même forme, le même mode de fonctionnement. Nous, humains, finalement, on est une espèce très jeune et nous sommes partis de l'arbre de la vie. Nous sommes une espèce qui a 200 000 ans, Homo sapiens sapiens. Ce qui est vraiment hier, si on comparait ces milliards d'années à une année standard, c'est comme si on était apparu quelques secondes avant minuit le 31 décembre. Donc on est une espèce jeune. Et on a peut-être à apprendre à regarder un petit peu comment ça se passe du côté de nos aînés. C'est un peu ça l'invitation du biomimétisme. Alors là, je vous ai pris l'illustration d'un réseau très simple, parce que le vivant, ça fonctionne en réseau. C'est très à la mode les réseaux avec les nouvelles technologies. Le vivant, ça fonctionne principalement en réseau. Là, vous avez un réseau d'une région que j'aime beaucoup, qui est l'Antarctique, qui est basé essentiellement sur un petit organisme qui ressemble à une crevette qu'on appelle le krill, que vous voyez là,
Et le krill, il est mangé par plein d'autres espèces en Antarctique. C'est ce qu'on appelle une espèce clé. S'il y a un problème avec le krill, c'est tout ce réseau, ce qu'on appelle un réseau trophique en biologie, qui s'effondre. Maintenant, imaginez que cette petite complexité-là, on la représente sous forme de points, parce qu'on essaye de rendre visible ce qui n'est pas dans les comptes des entreprises, et c'est un effort louable pour commencer, rendre la biodiversité, les services de la biodiversité visibles économiquement. Mais attention, parce que maintenant, imaginez que le petit point rouge que vous voyez là-bas, où il y a cette connexion avec le réseau vert, c'est le krill qui est représenté. Et qu'on essaye de représenter par la taille du point l'importance économique qu'a une espèce par rapport à nous humains. Le krill est assez peu pêché, donc on peut sous-estimer son importance. Par contre, en termes d'interdépendance et de réseau, elle est fondamentale, cette importance. Et vous voyez que non seulement l'écosystème antarctique dépend du krill, mais une bonne partie aussi de l'écosystème subantarctique. Et on risque de provoquer des effets en cascade, si jamais on altère ce tissu complexe. Maintenant, tout ça, là, imaginez à nouveau que c'est un seul point. Eh bien, notre planète pourrait ressembler à ça. Un tissu extrêmement interrelié, qui à peu près a été stable depuis au moins, on va dire, 10 000 ans, l'Holocène, et nous, humains, on est comme des motifs tissés de ces fils-là. À chaque fois qu'on perd une espèce, à chaque fois qu'on perd un écosystème, c'est comme si on coupait dans des fils entiers, des pans entiers de ce tissu dont nous sommes nous-mêmes tissés. Et là, vraiment, c'est un manque de compréhension de notre interdépendance parfois qui explique les erreurs que nous faisons. L'humain a connu un fantastique succès sur cette planète. On nous retrouve des déserts chauds aux déserts froids, en passant par les tropiques, quasiment tous les milieux, à part l'Antarctique, où on est quand même présent de manière temporaire. C'est quand même un succès, il faut le dire. Mais on a dû ce succès à une certaine stabilité au niveau de la biosphère, au niveau des espèces qui font ce voyage avec nous, et au niveau de l'atmosphère également, depuis 10 000 ans. Et cette stabilité, nous sommes en train de la remettre en question. Donc soyons humanistes et disons, la biodiversité, c'est ma vie. Ce n'est pas simplement la nature quelque part dehors. Ça, c'est important de le comprendre. Ce fonctionnement de la vie, il se fait aussi dans une dynamique constante. Une dynamique entre crises, par exemple un feu de forêt tout d'un coup qui apparaît, c'est une forme de crise, mais aussi parfois les crises, en fonction de leur intensité, sont des stimulants à des innovations. Par exemple, maintenant, cette espèce d'arbre a besoin du feu pour que la pomme s'ouvre et que les graines sortent. Donc là aussi, le concept de crise, il est questionnable parfois. Ce qui est la crise pour certains peut être fécond pour l'autre. Tout dépend de l'intensité, bien sûr. Il y a des crises naturelles qui reviennent et qui sont des ferments, quelque part, à l'innovation. Mais dans le vivant aussi, quelques leçons, c'est par exemple comment se baser sur l'énergie solaire. On est branché au niveau du vivant sur l'énergie solaire. À 99,99%, il y a quelques grandes innovations d'ailleurs, qui se passent au fond des océans, dans les abysses, où on fait ce qu'on appelle la chimiosynthèse, on est capable de fonctionner sans soleil, mais l'essentiel de la biosphère est branché sur le soleil. Et c'est très intéressant, cette grande innovation de la photosynthèse, parce qu'elle a aussi modifié la composition de l'atmosphère primordiale, qui était très riche en CO2 au départ. Et l'oxygène que l'on a, on le doit aux plantes et à cette apparition qu'est la photosynthèse dans l'histoire du vivant, qui, en passant, est le résultat d'une symbiose, une collaboration entre cellules, où il y a une bactérie qui a été intégrée dans une autre, et ça a créé en fait ce qu'on appelle les chloroplastes. On le prouve maintenant avec l'ADN, c'est le résultat d'une symbiose. Une autre leçon, les grandes innovations dans le vivant ne viennent pas de la compétition, mais bien souvent plus de la symbiose. Et nous, humains, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce CO2 qui a été extrait du cycle a été enfermé dans le sol à travers les hydrocarbures au cours des millions d'années. Et nous, en 200 ans, on prend de nouveau ce carbone et on le remet en circulation dans l'atmosphère. On marche un peu sur la tête, et c'est du bon sens finalement quand on y pense, la proposition du biomimétisme. Donc, se brancher sur l'énergie solaire, mais également utiliser l'eau comme solvant universel. Chaque cellule biologique utilise l'eau comme solvant universel. Ça semble complètement utopique, et bien pourtant il y a des chimistes actuellement qui explorent cette direction-là. Comment faire une chimie basée sur l'eau et non pas des solvants agressifs, comme la plupart du temps dans la chimie industrielle. Comment fabriquer à température et pression ambiante? Bien souvent dans la technologie, on a besoin de haute pression, haute température, une débauche d'énergie et de moyens. Le corail est fabriqué à température ambiante et pression ambiante. Tous les organismes fabriquent leurs tissus, parfois extrêmement résistants. Par exemple, la coquille d'ormeau, une des plus belles céramiques et plus solides céramiques, température ambiante, pression ambiante. Comment également apprendre de la nécessaire parcimonie en matériaux et en énergie? Forcément, on est dans un monde fini. Si on est dans la débauche d'énergie et de matériaux, on ne va pas durer longtemps au niveau de l'évolution.
Ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait au niveau de la technosphère. Et puis également, comment mieux gérer l'information. Quand vous regardez le fonctionnement d'un vol des tourneaux ou d'un banc de poissons, comment tous ces animaux qui fonctionnent ensemble sont capables de se synchroniser, et que vous comparez à la gestion des flux dans une ville, encombrement par exemple, on se dit qu'on a peut-être quelque chose à apprendre à ce niveau-là également. Mais c'est également, quand on parle du biomimétisme, qu'est-ce que c'est qu'être résilient, c'est-à-dire capable de résister au choc, tout en gardant son identité, dans un réseau qui est pourtant extrêmement complexe et qui connaît toutes sortes de changements. Et qu'est-ce qui fait aussi que tout d'un coup, il y a des nouvelles propriétés qui apparaissent au sein de cette complexité? Comprendre ça, et peut-être l'utiliser pour nous aussi, réseaux sociaux, parce que nous sommes aussi un réseau vivant. Le biomimétisme, c'est un peu de dire que les experts sont autour de nous, et que leur secteur, on va dire, de recherche et développement en durabilité a 3,8 milliards d'années. Il y a un peu 3,8 milliards d'années de recherche et développement dont on peut peut-être apprendre quelque chose, si on est humble et qu'on apprend à ouvrir son regard et à observer le vivant et ses recettes. Alors, il y a 3 grands types de biomimétisme. Et c'est un peu vieux comme l'humanité, hein. Vous n'arrêtez pas au mot, c'est un mot comme un autre, hein. Comme on dit, avec un tournevis, on peut construire ou on peut blesser. Ce qui compte, c'est plus le changement de perception, à mon avis. C'est un outil, le biomimétisme. Et avant, bien avant qu'on invente ce mot, et c'est Janine Benyus, une américaine qui l'a surtout mis au goût du jour avec les aspects développement durable au cœur de l'approche, bien avant, on s'est inspiré du vivant. Léonard de Vinci, un peuple comme les gens du Groenland qui observent l'ours blanc dans sa manière de chasser le phoque et qui imitent l'ours blanc pour chasser le phoque. Il y a toutes sortes d'exemples de gens qui ont fait ce qu'on appelle la bio-inspiration. Mais le biomimétisme, on réserve ça pour répondre aux enjeux de développement durable. Trois types de biomimétisme, forme, processus et système. On va explorer chacun de ces 3 types en l'illustrant par des exemples. La forme, nager comme un requin. Est-ce que vous vous souvenez de ces Jeux Olympiques en l'an 2000 où il y avait cette combinaison qui permettait de rafler toutes les médailles? Vous vous en souvenez? C'était tellement efficace qu'on a fini par l'interdire. Est-ce que vous saviez que ça vient en fait de l'observation de l'écaille des requins? Vous pouvez voir là que si on regarde au microscope les écailles de requins, il y a des petites crêtes. Et ces crêtes, en fait, elles facilitent ce qu'on appelle les écoulements laminaires, qui produisent des frottements en général dans l'eau. Et le fait que ces écoulements laminaires soient facilités, ça augmente la pénétrabilité de l'animal quand il a besoin de foncer sur une proie. Et la même innovation peut servir, on n'est pas dans le développement durable là, mais peut servir par exemple à créer des revêtements sur des avions ou des voitures qui facilitent également la pénétration dans l'air, et donc moins de consommation d'énergie. Mais également dans des microtubules pour faciliter les écoulements dans ces microtubules. On peut aussi apprendre d'un requin en observant sa queue et de se dire que finalement, les biologistes nous ont montré que c'était un système extrêmement efficace pour transformer l'énergie en force de propulsion, 90% d'efficacité, et pourquoi pas finalement s'en servir pour produire de l'énergie en inversant le concept, en fixant cette fois des formes au fond de l'océan dans des endroits où il y a des courants pour créer des hydroliennes. Et c'est une expérimentation qui a été faite en Australie par une société qui s'appelle Biopower System. Donc produire de l'énergie en imitant la forme de la caudale des requins et des thons, par exemple, pour pouvoir le faire de manière le plus efficace possible. Et il y a une société en France qui s'appelle Ilenergy qui applique le même genre de principe avec la forme de l'anguille. Maintenant, un autre exemple de la forme, toujours, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le TGV japonais qui s'appelle le Shinkansen, que vous voyez là. Alors là, les ingénieurs avaient un problème à régler, c'est qu'ils devaient traverser une zone, ce train, où il y avait pas mal de montagnes, donc pas mal de tunnels. Et à grande vitesse, ça provoque en fait des phénomènes de compression à l'intérieur du tunnel, qui provoquent des frottements, ralentissent le train, mais aussi peuvent provoquer des nuisances sonores. Ils ont travaillé avec des biologistes, un biologiste, et ils ont identifié un modèle vivant qui pouvait peut-être être intéressant à observer. Ils ont sélectionné le martin-pêcheur que vous voyez là. Pourquoi? Le martin-pêcheur est soumis au même type de contraintes. Passer de l'air à l'eau, un milieu moins dense vers un milieu plus dense, le plus rapidement possible, pour attraper des poissons. Et si vous voyez un martin-pêcheur en action, et que vous prenez en photo par exemple au ralenti, vous voyez que quand il a le bec dans l'eau, il n'y a quasiment pas une ride sur l'eau. C'est un champion, parce que si jamais il provoque des rides, les poissons peuvent le détecter avec leur ligne latérale et s'échapper, et il rate son coup. Et remarquez que la locomotive a la forme du bec du martin-pêcheur, mais également la rainure le long du bec a été imitée parce qu'on s'est rendu compte en soufflerie que ça avait son importance, y compris la forme du front. Et en faisant ça, ils ont baissé leur consommation d'énergie de 15%, augmenté leur vitesse de 10% et réglé les problèmes de nuisances sonores. Maintenant, on va explorer le deuxième niveau, processus, comment c'est fabriqué.
Et là, il y a vraiment une innovation de rupture qui s'en vient par rapport à l'utilisation de l'énergie. On est actuellement très dépendant des hydrocarbures, il y en a partout. Ce n'est pas simplement pour mettre bien sûr de l'essence dans notre voiture, vous le savez, même l'agriculture dépend des hydrocarbures. On parle des énergies renouvelables, c'est une direction dans laquelle de toute façon on doit aller, puisque les hydrocarbures par définition, ce sont des ressources finies. Et donc on a toutes les technologies du solaire qui se sont développées, mais quand même en se basant un peu dans des directions qui sont des cul-de-sac. Terres rares, sans parler de bien sûr haute pression, haute température. C'est très efficace les terres rares technologiquement dans un laboratoire, mais quand on pense à l'ensemble du cycle de vie, eh bien c'est un cul-de-sac. Ça provoque même des problèmes géostratégiques maintenant, puisque certains pays qui ont ces terres rares ferment leurs frontières à l'exportation pour pouvoir produire leurs propres panneaux solaires. C'est le cas de la Chine, par exemple. Eh bien là, il y a plusieurs recherches qui se concourent à travers le monde pour essayer de comprendre comment les plantes utilisent l'énergie solaire, et c'est ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle. Et la prochaine génération de panneaux entre guillemets solaires, ça sera sur base aqueuse, des gels, qu'on pourra inclure dans des peintures, qu'on pourra inclure dans des vitres, des surfaces translucides, et très probablement le faire à température et pression ambiante. C'est pas encore, on n'y est pas encore, mais c'est en cours de développement et je suis persuadé qu'on va y arriver avant la prochaine décennie. Maintenant, un autre exemple qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout simplement les cols. Dans cette pièce, comme dans n'importe quel environnement intérieur, vous avez de la colle partout, les contreplaqués, qui diffusent en permanence dans l'environnement intérieur des pièces des polluants à faible dose, mais de manière continue. D'ailleurs, je vous recommande d'aérer convenablement chez vous parce qu'on en a à peu près tous au sein de nos environnements intimes et professionnels. C'est les prochains scandales de l'amiante qui sont en gestation. Et les chimistes le savent très bien. Enfin, ils ne savent pas tout, mais ils savent très bien que c'est un risque en tout cas. Donc, comment inventer des cols qui ne soient pas en même temps en train de dégager ces polluants? Eh bien, il y a eu un modèle qui a été exploré, c'est la moule. C'est vrai, quand vous y pensez, une moule, c'est capable de s'accrocher à un rocher dans des conditions assez incroyables. Marée, vent, courant, vagues. Eh bien, il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Columbia Forest Products qui a étudié les protéines impliquées dans la colle naturelle de la moule et ils ont imité le fonctionnement des protéines entre elles en utilisant cette fois-ci des protéines de soja, pas des protéines de moule, pour inventer une colle extrêmement efficace et qui ne provoque pas ces problèmes environnementaux. Ils font des contreplaqués marins que vous voyez là avec ça. Un autre exemple, maintenant, d'autres exemples dans le côté système. Comment les systèmes biologiques fonctionnent, comment un récif corallien fonctionne, comment une forêt fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables de maintenir leur identité, leur résilience, même quand il y a des problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'une forêt est capable de se reconstruire ou pas? C'est vraiment l'aspect systémique. Mais également, comment les espèces interagissent entre elles, ou les individus au sein de la même espèce. Là, vous avez un exemple qui est pris dans l'industrie un peu lourde, qu'on appelle donc l'écologie industrielle. C'est quoi l'écologie industrielle? C'est de se dire que finalement dans la nature, tout déchet est une ressource pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas vraiment de notion de déchet rémanent, qui reste. C'est toujours une ressource pour quelqu'un d'autre. Une feuille est décomposée par les vers, par des insectes, et ça repart, tous les éléments nutritifs repartent en fait dans la boucle. Alors que nous, on est dans une économie qui est encore très linéaire. Ressources, on fabrique, déchets. On commence à changer ça, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas viable. Mais on est vraiment à l'aube des changements nécessaires. Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire où on ferme les boucles de circulation de la matière et de l'énergie. Et l'exemple de Kalundborg, c'est un exemple où on a fait collaborer des industries ensemble qui produisaient un déchet. Là, dans ce cas-là, c'était par exemple une raffinerie qui avait des déchets de soufre, mais aussi du gaz. Le soufre a été utilisé par une entreprise qui fabrique de l'acide sulfurique. Le gaz a été utilisé par la ville de Kalundborg, mais également par une usine de cogénération. Et ensuite, chacun, en fait, s'est entendu, il y a 20 industries qui sont installées sur le site, où chaque déchet de l'un devenait le produit de l'autre. Par exemple, les usines de cogénération produisaient des cendres qui étaient utilisées par une entreprise de BTP pour fabriquer du béton, du ciment. Et par exemple, également, cette entreprise de ciment produisait des déchets qui étaient utilisés par les fermes locales comme intrants agricoles. La chaleur, l'eau, tous les déchets, finalement, étaient la ressource pour quelqu'un d'autre. 20 entreprises qui collaborent ensemble sur ce site maintenant.
Un autre exemple de système, c'est toute la question de la résilience. Je vous parlais de la forêt tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on va changer de système? Qu'est-ce qui fait qu'après une énième perturbation, on va passer d'un récif, par exemple, à un champ d'algues? Et ça sera très très dur de retrouver le récif. Et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, un récif est capable d'absorber une tempête, est capable d'absorber des chocs et se reconstituer comme récif sans trop de problèmes? C'est vraiment qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on franchit un seuil quasiment irréversible, ou en tout cas qui demanderait beaucoup d'énergie pour revenir à l'étape précédente. Ça, c'est toute la thématique de la résilience qui est extrêmement intéressante à explorer quand on s'intéresse au changement. Et finalement, le propos du biomimétisme, c'est de passer d'un système de type 1, d'écologie industrielle si on peut dire, un système industriel de type 1, où jusque dans les années 50, on considérait qu'on pouvait prendre toutes les ressources dont on avait besoin et balancer à peu près ce qu'on voulait dans l'environnement. Un système de type 2 où on est actuellement, où on commence à mettre en place quand même des processus de recyclage, où on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment viable. Mais le but, vraiment le but, c'est le système de type 3, 100% compatible avec la biosphère. 0% de déchets rémanents, 100% énergie renouvelable par exemple. Et ça, c'est un cap enthousiasmant. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, il faut bien accepter qu'il y ait une transition, mais au moins on définit un cap. On arrête de tourner en rond et de se dire, finalement, on va encore explorer pour les gaz de schiste, le pétrole. Il y a un ancien ministre du pétrole saoudien qui l'a dit lui-même, et c'est quand même incroyable quand on pense à ça, l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. L'âge du pétrole ne s'arrêtera pas par manque de pétrole. C'est vraiment une proposition d'un changement de cap radical. Je finis quasiment avec ça. Quand vous comparez, ça c'est une méta-analyse qui a eu lieu avec des ingénieurs qui ont travaillé sur le monde technologique versus le monde vivant, vous voyez que dans le monde technologique, vous avez énormément de consommation de matière et d'énergie et assez peu d'informations, alors que dans le monde vivant, c'est l'information qui prime beaucoup plus que sur la consommation de matière et d'énergie. Donc là aussi, il y a vraiment un modèle à suivre. Pour finir, pour vous dire que tout ça est en train de prendre en France, il y a une ville qui s'appelle Senlis qui a développé un recyclage que je trouve extrêmement intéressant. C'est une ancienne caserne militaire qui a été en fait dédiée, quand le régiment est parti, au développement d'un centre européen d'excellence sur le biomimétisme pour faire collaborer ensemble des grands groupes, des PME, des institutions comme votre école, toutes sortes d'organisations pour faire de l'open innovation, l'innovation ouverte, mettre des challenges sur la table et essayer finalement de faire en sorte qu'il y ait une vraie expertise française qui se développe en imitant le vivant, en apprenant du vivant pour vraiment répondre à des enjeux de durabilité. Pour finir, vraiment dans cet esprit de souffle jeunesse, je dirais qu'on traverse, au point de vue de l'histoire de l'humanité, et je pèse mes mots, une période historique qui ne s'est jamais vue. Pourquoi? Avant, on pouvait dire « ma tribu contre la tienne », mon village contre le tien, mon empire contre le tien, mon pays contre le tien. L'atmosphère ne connaît pas de frontières, l'eau ne connaît pas de frontières. Dans la crise est en train de naître, et également grâce à Internet et aux nouvelles technologies, une conscience globale de notre communauté de destin. Ça, c'est nouveau. Ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. Si un jour il y a des archéologues du futur, ils nous demanderont qu'est-ce que vous avez fait peut-être à cette période-là? Comment avez-vous pris ce changement de cap? Vous les jeunes, et les moins jeunes aussi, vous avez un rôle extraordinaire à jouer dans les prochaines décennies. Et c'est un rôle historique. Merci.